Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se faire un petit update lecture, comme on dit, pas piquer des verres, dans le sens qu'il y aura de la bonne lecture, de l'excellente lecture, coup de cœur, et donc, sans plus attendre, bienvenue sur Bouquin d'étoiles, générique. Avant de commencer ce petit dernier bilan lecture, j'aimerais bien tout d'abord remercier toutes les personnes qui sont derrière leur petit écran et qui regardent les vidéos. Depuis maintenant à peu près un peu plus de 5 mois que la chaîne existe. Car dernièrement, il y a de ça quelques jours, la chaîne a fait ses 100 premiers abonnés. Et donc un grand merci à vous, à tous ceux bien sûr qui se sont abonnés, mais pas seulement, à ceux qui commentent, qui likent, ou tout simplement qui regardent les vidéos, qui quelque part trouvent chaussures à leurs pieds, comme on dit. Un très grand merci. Parce que sur les deux plateformes, en plus sur les deux plateformes où je suis, donc YouTube et Instagram, on sent doucement qu'il y a une petite communauté qui commence à émerger. Et donc c'est vraiment le fun. Donc un grand merci à tous. Alors nous y voici, nous y voilà. Bilan lecture, j'ai 5 livres à vous présenter, 5 dernières lectures qui sont de genres un peu variés. Et là je me demande si je vais vous présenter le coup de cœur au début ou à la fin de la vidéo. Mais je vois comme il est le plus éloigné sur la table, je crois que je vais vous le présenter à la fin. Histoire de laisser un peu de suspense, quoique ceux qui me suivent et qui savent plus ou moins les lectures que j'ai faites savent peut-être déjà de quel livre il s'agit. Mais bon, commençons. On a tout d'abord terminé une duologie avec Mensonges sur le plateau Mont-Royal de Michel David, ici aux éditions Hurtebise. Le second tome, c'est La Biscuiterie. Michel David, qui je rappelle est un auteur québécois. On a, pour faire l'histoire en gros, en reprenant le premier tome, on est sur deux familles montréalaises, la famille Béranger et la famille Talbot. On suit l'aîné des Béranger qui suit de très hautes études. On est à la fin de la Seconde Guerre mondiale, enfin l'après-guerre, on est en 1947-1948. Donc il suit de très hautes études, mais malheureusement il met enceinte sa compagne et donc il doit la marier. Et s'il doit la marier, il doit subvenir aux besoins de la famille, donc il doit arrêter ses études. Ça c'est en gros. Ici avec le deuxième tome, on est 12 ans plus tard, donc on est avec de nouveau la famille Talbot et la famille Béranger, deux familles montréalaises. Et c'est ça, c'est toujours tranche de vie, et puis il y a, je veux dire, à la fin une petite intrigue. Bon, une intrigue, mais je veux dire, le suspense n'est pas vraiment présent là jusqu'à la dernière ligne du récit. On se doute un peu de comment ça va tourner. Mais c'est une très bonne lecture, on apprend beaucoup de choses, je veux dire, dans les années 60 à Montréal, surtout d'un point de vue politique, les personnes politiques de l'époque. On retrouve également que depuis les années 47-48, là on est au début des années 60, c'est pas évident surtout dans ces deux familles, la précarité, surtout chez une des familles, précarité, pauvreté, difficile à joindre les deux bouts en fait. Donc c'est ça. Donc ça reste une très très bonne lecture, dans le sens qu'aussi on est porté vraiment pour être avec l'un des personnages, ou plusieurs des personnages, car il y en a qui sont adorables et d'autres exécrables. Donc, mais bon, c'est fait pour. Mais donc c'est ça, on les suit, et puis voilà. Donc c'est une très très bonne lecture, donc je n'hésiterai pas, certainement pas, à lire d'autres duologies ou trilogies, parce qu'il en a fait beaucoup, Michel David. Donc voilà, très bonne lecture. Ensuite, la
deuxième lecture, et non des moindres, car c'est mon premier Agatha Christie que je lis. Témoin muet, aux éditions Le Livre de Poche. Quand je dis premier, non, c'est pas vrai. Comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, j'ai dû lire une lecture imposée quand j'étais en secondaire. C'était Les 10 petits nègres. Et donc, je l'ai lu, mais je ne me rappelle plus de quoi ça parle. Donc voilà. Donc c'est mon premier Agatha Christie que je lis et que j'ai envie de lire. Donc voilà. Alors, de quoi ça parle? Ben forcément, on va être sur les enquêtes de Hercule Poirot et de son comparse Hastings. C'est tout nouveau pour moi. Et puis, ça, c'est un livre qui a été écrit par Agatha Christie en 1937. Et donc, concernant déjà les termes employés par certains de ces personnages, sont assez, je dirais, xénophobes, ségrégationnistes. On a certaines réactions de certains personnages qui sont aussi un peu misogynes, phallocrates, enfin, en veux-tu, en voilà. Mais bon, ça reste pour moi une très très bonne lecture, une très belle découverte. Dans les 100 premières pages, bon, on a le déroulement, on prend connaissance des personnages, du meurtre qu'il y a eu, et puis du début de l'enquête d'Hercule Poirot. Par contre, à partir de plus ou moins la 100e page, comme on dit, accroche ta tuque. Parce que Agatha Christie, plutôt Hercule Poirot, enfin oui, Hercule Poirot commence à donner, je veux dire, son modus operandi, son scénario de comment ça s'est passé et tout ça. Et donc, il faut être un peu plus, comme je dis, un peu plus vigilant, un peu plus attentif à ce qui est écrit. Parce qu'à un moment donné, si, comme moi de temps en temps, j'ai le nez qui pique une fois, pique deux fois, à un moment donné, on va se dire, ben oui, c'est le chien qui a tué le capitaine Crochet, fait soit, et puis non, c'était le jardinier, donc on s'en sort plus. Donc voilà, il fallait être quand même un peu vigilant. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que dans Agatha Christie, à un moment donné, peut-être je veux dire, aux trois quarts du roman, il y a comme une pause. Elle fait comme si le lecteur devait se poser et puis réfléchir, je veux dire, à tout ce qui a été dit, à tout ce qui a été récolté par Hercule Poirot, et puis de se faire une idée sur qui est le meurtrier ou la meurtrière. Et donc j'ai joué le jeu, je me suis dit, voilà, c'est tel nom parce que tel et tel a dit ça, et puis que l'autre, je ne crois pas. Bon, c'était pas vraiment scientifique mon affaire. Mais j'ai eu bon. Dans le sens que, est-ce que c'est certainement un coup de chance, parce que je n'avais pas tous les, je veux dire, tout le processus que va dire Hercule Poirot à la fin, dans ce huis clos. Non, je n'avais pas toutes les données, mais bon, c'était plus un coup de chance, mais quand même. J'ai bien aimé aussi, c'est concernant, parce que moi j'aime bien encore fourrailler un peu sur Google quand je vois des noms ou bien des trucs que je ne connais pas, je vais voir sur Google et puis voilà. J'ai bien aimé aussi, c'est concernant par exemple le mobilier. Le mobilier, et ça je vais peut-être vous le lire parce que je ne me rappelle plus du nom. C'était concernant des meubles. On avait par exemple, Agatha Christie désignait une bibliothèque Chippendale, de style Chippendale. Bon, bibliothèque oui, mais Chippendale, bibliothèque Chippendale pas trop. Donc j'ai été voir sur YouTube, sur Google. Et puis il y avait aussi des chaises de style Applewhite.
des chaises de style Applewhite. Donc j'ai été voir et il me dit, ah ben ça donne toujours un, enfin pour moi qui lis, ça donne toujours un plus. Donc de mettre une certaine image sur certaines choses ou bien sur un lieu. Donc au final pour moi c'est une très très bonne lecture et je n'hésiterai certainement pas, et je crois que ce ne sera pas mon dernier, de continuer la lecture de Agatha Christie et les fameuses enquêtes de Hercule Poirot. Donc, très bonne lecture. Alors, le troisième livre, ça a été une lecture commune que j'ai faite avec Charlotte Olive-Tricotte et plusieurs autres personnes. Et c'était Les Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc déjà, la couverture, moi je la trouve pas trop mal, un peu épurée, et puis le jaspe-page, en couleur s'il vous plaît, le premier jaspe-page en couleur de la bibliothèque, peut-être pas le dernier. Et ici je crois que c'est une trilogie, où il y en a 4. Non, je crois que c'est une trilogie, et le premier livre ici c'est Le Masque de No. Donc pour faire en gros, et résumer ça en 2-3 phrases, on est sur un Japon, on est dans un Japon du XVIIe siècle. On va suivre les aventures de Ichiro, qui est un jeune enfant abandonné, plutôt orphelin, et qui va être récupéré et qui va être éduqué par un samouraï. Et ce samouraï va lui enseigner la voie du sabre. Donc ça, c'est en gros. Et puis, il va y avoir certaines péripéties que ce jeune garçon va se retrouver seul sur les routes de ce Japon du XVIIe siècle. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce que j'ai été déçu ou pas? Non, je ne peux pas dire que j'ai été déçu. Camille Monceau a une très belle écriture et je n'hésiterai pas à lire le second tome qui est Le sabre des Sadhana. Donc déjà, de ce point de vue-là, c'est correct. Mais j'ai été un peu quand même déstabilisé dans ce premier tome parce que les 100 premières pages, je lis et ce que j'ai envie de lire, je le lis. Dans le sens que c'est japonisant, c'est un peu poétique, la nature qui est décrite, une écriture un peu poétique de Camille Monceau, le samouraï, bon tout ça, ça marche. Puis, à un moment donné, on change de contexte, on change de lieu, on va changer quasi de personnage. On va garder Ichiro qui est ce garçon, qui est l'acteur, le personnage principal, mais tout le reste va changer. Et puis c'est comme si on mettait la quête qu'il doit faire sur pause pendant 100-150 pages. Et puis les dernières 100 pages, on reprend, si on veut, un peu cette quête, sans vraiment y aboutir. Mais bon, c'est le premier tome, mais on reprend cette quête. Donc c'est comme ce passage à vide un peu. Bon, c'est pas vraiment un passage à vide, parce qu'on parle de certaines choses, on apprend certaines choses, donc c'est tout bonus pareil. Mais, dans le sens que c'est pas... À mon avis, ça aurait été un coup de cœur si il n'y avait pas eu cette pause de Kate, en fait. Ce que j'aime bien aussi avec Camille Monceau, c'est que l'écriture est un peu japonisante, dans le sens qu'elle met des termes japonais, elle en indique la signification, il n'y en a pas de trop, il y en a juste assez, et je trouve ça un plus à la lecture. Donc, comme je l'ai dit, je vais certainement continuer la saga, et de voir si l'autrice, de nouveau, fait comme une pause dans cette quête, et va sur autre chose, ou... Enfin voilà. Donc, et puis je vais vous lire ici, parce que moi j'ai fait tout l'inverse. C'est marqué une saga qui s'annonce digne des meilleures écrites sur le Japon. Si vous avez aimé le clan des Otori, vous adorerez les chroniques de l'érable et du cerisier. Mais moi j'ai fait tout l'inverse. J'ai commencé par les chroniques de l'érable et du cerisier, et dans ma wishlist il y a le clan des Otori. Donc voilà. Ensuite, le quatrième livre a été un roman historique de Sylvain Tesson, Bérésina, aux éditions Folio. Roman historique, vous voyez l'épaisseur, elle n'est pas bien grosse, et pourtant,
C'est un livre qui fait 200 pages, je crois. Voilà, 205 pages. Et en fait, Sylvain Tesson, avec une bande de copains, avec deux autres Français et deux Russes, ont décidé en 2012 de faire le voyage en sidecar, en plein hiver, de Moscou à Paris, pour commémorer les 200 ans, je veux dire à un mois et demi près, les 200 ans de la retraite de Russie, des troupes napoléoniennes. Et donc, on va vivre deux temporalités. Une première temporalité, bon, Sylvain Tesson et ses copains en sidecar, avec tous les petits problèmes qu'ils vont avoir. Et je vais dire l'autre temporalité, 2 siècles plus tard, enfin plus tôt, et qui va relater la plus grande tragédie, la plus grande retraite militaire de tous les temps. Il faut savoir que, bon là je spoil juste quelques chiffres, mais les troupes napoléoniennes, bon il y avait des Français, il y avait des Italiens, il y avait des Autrichiens là-dedans, au départ, la campagne de Russie avait 450 000 hommes, les troupes napoléoniennes, 450 000 hommes, vont revenir de ces 450 000 hommes, à peu près 20 000. 250 000 vont tomber sur les différents champs de bataille, et 200 000 à peu près vont être faits prisonniers par les Russes, autant dire qu'ils ne verront jamais leur patrie. Avec ça, il y a eu 300 000 Russes, soldats russes, qui sont morts, et ça a été la plus grande boucherie chevaline de tous les temps, avec, dans les deux camps confondus, plus de 300 000 chevaux qui ont été tués également sur les champs de bataille, ou morts de faim, ou de froid. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que avec ce roman, on est, je veux dire, en porte-à-faux. C'est peut-être pas la bonne expression, on est peut-être le derrière entre deux chaises. Concernant Napoléon, Sylvain Tesson ne le dit pas ouvertement, mais je crois que il ne faut pas être un grand génie pour savoir, je crois, de quel camp il est, de quel côté il est, parce que Napoléon, aujourd'hui encore, fait partie, il y a deux écoles, une partie qui le considère comme le plus grand chef d'État, le plus grand stratège quasi de tous les temps, et puis de l'autre côté, ben, ça a été le plus grand despote et le plus grand, je ne sais pas quoi, de tous les temps. C'est ça. Donc, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la façon dont Sylvain Tesson narre tout ça. Je veux dire, cette double temporalité, et puis ces faits historiques qui laissent vraiment, moi, qui m'ont laissé vraiment, à certains moments de lecture, comme on dit bêtement, m'ont laissé baba. C'est pas de, comment je vais dire, c'est pas il n'y a pas de poésie là-dedans, non, du tout, du tout. C'est du tragique, c'est du, quelque part c'est comme de l'instantané quand on reçoit ça en pleine figure, on dit waouh, 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 waouh. Donc pour moi, ben, Sylvain Tesson, c'est une belle découverte. Je n'hésiterai pas, de toute façon, j'ai un second livre de lui qui est, attendez, c'est Les forêts de Sibérie. Je n'hésiterai pas à lire, et puis parce qu'il en a fait beaucoup. Je crois que les forêts de Sibérie, bon, n'auront pas la même teneur, mais c'est ça. Donc, ensuite vient ce fameux coup de cœur, et vous l'aurez déjà deviné, une sacrée mamie de Shimada Yoshishi et Ishikawa Saburo aux éditions Delcourt Tonkam. Ici, moi, je l'ai pris en édition double. En lisant ce manga, j'ai eu la banane du début
à la fin, réellement. C'est un manga tranche de vie. Pour faire simple, la petite histoire, c'est que on est à Hiroshima. On va suivre ce petit Ichiro, ce petit garçon, qui vit avec sa mère et son frère aîné. Et à un moment donné, sa mère va se rendre compte que financièrement, c'est plus possible d'élever ses deux enfants. Et puis, elle va garder l'aîné et elle va donner Ichiro à sa mère, donc la grand-mère de Ichiro, qui habite en campagne, très loin de Hiroshima. Et c'est ça, c'est une tranche de vie, c'est un manga tranche de vie, avec des leçons de vie. Waouh, waouh, waouh. C'est beaucoup d'émotions en même temps, et puis beaucoup de petites astuces, parce que la grand-mère, elle n'est pas riche, du tout, du tout. Et elle va subvenir aux besoins de son petit-fils. Et son petit-fils va apprendre très vite les leçons de vie. Ça se lit, je crois, de 7 à 77 ans, comme dit la chanson, là. C'est waouh. En plus, le dessin est plus, je veux dire, façon agency, il est plutôt old school. Il n'y a pas de grands dessins. C'est pas... bon, je ne vais pas le spoiler non plus, là, mais... voilà, c'est... Le dessin, en fait, de l'histoire, je veux dire, est assez... je ne vais pas dire simpliste, mais très, quelque part, épuré. Mais alors, il y a des dessins qui sont tout à fait magnifiques, vraiment, dans la plume, dans le dessin, c'est... bon, il faut forcément que je retrouve un qui ne vient pas tout de suite. Regardez par exemple, ici, la différence par rapport au dessin, je veux dire, de cette tranche de vie, quand il y a des dialogues et tout ça, mais c'est waouh. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Ça, c'est une saga qui est en 11 volumes simples, donc il y a 5 volumes doubles comme ceci. Et là, j'ai commandé déjà le second. Je crois qu'on va aller le chercher ce week-end. Un manga qui se fait dans la douceur. C'est pas toujours doux, mais tout se fait dans la douceur. Les leçons de vie sont parfois assez dures. C'est pas évident. Il y a des pleurs. Il y a des bleus un peu partout, mais c'est des leçons de vie, et puis c'est ça. Les leçons de vie sont d'une douceur. Magnifique. Magnifique. J'ai pas d'autres mots. J'ai pas d'autres mots. Magnifique. Une sacrée mamie. On va terminer ici cette update lecture. Ces 5 des 5 dernières lectures qui, vous l'avez vu, étaient encore pas mal diversifiées, avec beaucoup d'émotions, aussi bien ces deux dernières lectures en totale opposition, et pourtant, de super bonnes lectures. Ça, c'était une super bonne lecture, et ça, c'était un coup de cœur. Voilà, voilà. Donc, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite, comme à l'habitude, de très bonnes lectures. Portez-vous bien, et à la prochaine. Bye.